9h30, merci d'être avec nous en direct sur LCI. Voici les titres des tensions à la Duchère à Lyon. Les policiers ont été pris pour cible, on leur a tiré dessus. Ils patrouillaient autour d'un point de deal. Un périmètre de sécurité a été déployé. Une enquête est en cours. Le raid, unité d'élite de la police, était même sur place. L'enfer vécu par Georges Desmatis, un octogénaire dont la maison est squattée pour la 3e fois en seulement 2 ans. Ça se passe à Toulouse alors qu'elle est en cours de vente. Les squatteurs sont organisés. Ils affirment être dans leur bon droit, à tort ou à raison. C'est ce que nous verrons. C'est à peine croyable, mais c'était aux alentours de 19h hier soir, une fusillade visant des policiers. Elle a eu lieu dans le quartier de la Duchère, à Lyon, dans le viseur des tireurs, des hommes de la BAC, la brigade anticriminalité. Ils patrouillaient autour d'un point de deal. On en parle ce matin avec nos spécialistes, notamment Alain Barbery, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous. Valérie Gomez-Passac, députée du Var, porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, est également avec nous. Bonjour et bonjour Christophe Moulin, évidemment, toujours avec nous, le chef du service police-justice de LCI. Avant d'aller retrouver Alain Barbery, une petite question toute simple. Les faits, rien que les faits, qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Que sait-on? Les faits, 17h30, une première patrouille de la BAC intervient sur un quartier sensible. On en reparlera, il y a des armes, mais pas que, puisque ce quartier intéressait la police judiciaire pour notamment des trafics d'armes, des renseignements qui étaient venus. Les policiers, au nombre de 3, essuient un tir, ce qu'ils appelaient d'armes longues, certainement de type Kalachnikov, armes de guerre. Ils appellent des renforts. Quelques minutes plus tard, un autre équipage arrive sur place, dans cette cité de la Duchère, et à nouveau pris pour cible, à distance, certainement depuis un toit, par, là aussi, des rafales de Kalachnikov. Les équipages prennent position, décident de battre en retrait, et à ce moment-là, il y a l'intervention demandée du raid pour pouvoir interpeller un certain nombre de protagonistes. Bien évidemment, et comme souvent dans ces cas-là, eh bien, les enquêteurs ne trouveront personne. On ne peut pas dire ce matin qu'ils ont pris la fuite, ils sont certainement tout simplement encore dans la cité. Alain Barberis, bonjour, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Rhône. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. On vient d'entendre le rappel des faits par Christophe Moulin et des policiers visés par des tirs. Est-ce que c'est commun dans votre région, dans votre département ? Alors bonjour, déjà je voudrais souligner l'intervention de nos collègues, le professionnalisme et surtout le sang-froid qu'ils ont eu en fin de journée, hein, vous l'avez rappelé, hein, au niveau des faits. Il y aurait pu avoir des enfants, des gens à proximité, aucun blessé, c'est un miracle déjà avant toute chose. Et non, on n'est pas coutumier de ce type de faits, c'est très inquiétant et surtout les faits sont très graves. Le fait que le raid, l'unité d'élite de la police, soit envoyé sur place, c'est quelque chose qui arrive souvent? Dans ce type de situation, bien évidemment, le raid va pouvoir sécuriser les lieux afin de pouvoir quadriller la zone et mettre en sécurité, je dirais, le secteur pour après progresser. Et surtout, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de geler, je dirais, entre guillemets, la scène de crime afin de pouvoir très rapidement derrière, pour les enquêteurs, de pouvoir récupérer toute trace et indice qui pourra, je dirais, faire avancer l'enquête. La fusillade a eu lieu dans le quartier de la Duchère. On se souvient de tensions en début d'année. Est-ce que c'est un quartier difficile? Comment vous qualifieriez ce territoire? Oui, alors même si depuis la création des quartiers de reconquête républicaine, dont le 9e ne fait pas partie, faut savoir que la Duchère, au même titre que d'autres secteurs en banlieue lyonnaise, je pense notamment au Terreau, je pense à Vaux-en-Velin, je pense aux Minguettes à Vénissieux. La Duchère est à la base une zone prioritaire sensible, donc c'est un quartier qui est difficile. On sait très bien que sur ce secteur-là, il y a des points de deal et différents trafics. Donc c'est un quartier qui est connu depuis des années, des décennies, pour être dit très difficile. Une double question. Est-ce que c'est le retour au calme ce matin dans ce quartier? Vous disiez tout à l'heure qu'il était sécurisé. Et aussi, est-ce qu'il vous faut des moyens supplémentaires, vous, aujourd'hui, pour faire face à la situation?
Alors, vraisemblablement, oui, le quartier est à nouveau au calme. Concernant les moyens, surtout humains, ben, je crois que le ministre est venu récemment. On a pu échanger d'ailleurs lors de sa visite, de sa dernière visite il y a quelques semaines. On est en attente d'avoir des effectifs supplémentaires sur l'agglomération lyonnaise. Et oui, on a besoin, hein, je rappelle qu'il manque 300 policiers sur cette agglomération. On a eu une arrivée et des engagements qui ont été tenus cette année, mais bien évidemment, il manque encore beaucoup de policiers. Et donc, bien évidemment que on a besoin assez rapidement. Il y a un mouvement d'ailleurs qui est en cours, hein, qui va permettre de pouvoir apporter des nouveaux renforts, mais c'est évident qu'on on a besoin d'effectifs. Le manque de moyens, c'est ce que vous dénoncez, et on va entendre dans quelques instants la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'État, lui, dit ce qui se passe, ces représailles de la part de trafiquants, c'est le résultat des opérations de police qui sont menées et qui dérangent le trafic de ces délinquants. Est-ce que vous partagez ce constat ? Bah, en tout cas, là, pour cette affaire, on va attendre que l'enquête soit menée. On peut compter sur nos collègues de la PJ de Lyon. On va attendre l'enquête parce que les circonstances exactes, on ne les connaît pas. La seule chose dont on est certaine, c'est que c'est un quartier, un secteur qui est connu pour les trafics de stupéfiants. Donc, de là à dire qu'il y a une corrélation, peut-être, mais seule l'enquête pourra déterminer à ce que on pourra savoir la manifestation de la vérité sur ces faits qui, je le rappelle encore, sont très graves. S'en prendre à des forces de l'ordre par des armes à feu, et je vais vous dire, pour que nos collègues, les policiers, puissent utiliser leurs armes, c'est le dernier recours. C'est tout ce qu'ils ne veulent pas et qui ont été contraints de devoir faire hier soir pour défendre leur vie et celle des autres. Valérie Gomez-Pazac, une réaction à ce qu'il s'est passé hier soir à la Duchère, des policiers pris à partie, on leur tire dessus, hein, pour dire les choses simplement. C'est pas acceptable, mais bon, il est vrai que l'exécutif et le ministre de l'Intérieur souhaitent démanteler tous ces points de deal pour éviter que la délinquance s'installe et devienne monnaie courante dans les cités, ce qui est malheureusement déjà le cas. Donc il faut continuer en ce sens. Mais c'est vrai que ça développe une violence entre les bandes, une violence à l'égard des forces de l'ordre. Il faut qu'on continue. Donc j'entendais le manque de moyens, et il est vrai, on ne peut pas le nier, il y a un manque de moyens, il y a un manque d'hommes. Il y a beaucoup d'effectifs qui ont été quand même remis sur le terrain dans différents endroits. Il faut Mais continuer. apparemment, ce n'est pas suffisant. Non, mais ce c'est pas suffisant. Vous savez, on s'était engagé à mettre 10 000 personnes en plus. C'est ce qui sera fait à la fin du quinquennat, mais il faut continuer en ce sens. Mais il faut un temps de formation des policiers, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas non plus se permettre de mettre sur terrain des personnes qui n'ont pas eu un temps de formation nécessaire pour ce type d'action. Donc on va dans le bon sens. Moi, je le vois dans le Var, on a tous les effectifs qui augmentent. Et d'ailleurs, il l'a reconnu, le représentant d'Alliance. Mais il faut encore continuer parce que ce n'est pas suffisant. On va écouter la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui regrette qu'il n'y ait pas eu d'images de vidéosurveillance. Écoutons-le. Je veux aussi déplorer, et j'ai écrit ce matin à monsieur le maire de Lyon, que dans certains quartiers où nous luttons contre les trafics de drogue, il n'y ait pas de caméra de vidéoprotection. Et là, il n'y avait aucune caméra de vidéoprotection qui aidait d'abord les policiers à lutter contre le trafic de drogue, à couvrir le travail de ces policiers, et puis aujourd'hui à retrouver les auteurs. Mais je suis certain que avec la balistique, nous arriverons à retrouver ces auteurs. Donc j'ai écrit ce matin au maire de Lyon, une nouvelle fois, ça fait 3 fois que je lui en parle en 1 an et demi, de mettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficultés de lutte contre l'insécurité, notamment contre les points de deal. Voilà, sauf que parfois, quand les caméras de surveillance sont installées, on scie les mâts sur lesquels elles sont installées. Est-ce que c'est vraiment efficace, ce système de caméras de surveillance ? Je pense que, excusez-moi, mais je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que les caméras seules ne suffisent pas. Il faut plus d'hommes, il faut plus de moyens, etc. Mais ça reste quand même une bonne aide pour les policiers. Moi, je le vois au Bossy, ils ont démantelé un groupe de délinquants. Enfin, ils ont pu repérer grâce aux caméras, un groupe de délinquants. Ça fonctionne bien. Sauf que dans certains quartiers, on mobilise de la police pour protéger les caméras de surveillance. Hein. C'est arrivé à plusieurs reprises et parfois avec des conséquences tragiques, on s'en souvient. Donc est-ce que c'est un système qui fonctionne véritablement ? Peut-être en centre-ville, pour les crimes et délits qui sont des crimes de petite ampleur ou des délits de petite ampleur, on va dire. Mais sur des trafics de drogue où les policiers sont accueillis avec probablement, de ce que l'on sait ce matin, des kalachnikovs, c'est quand même autre chose. Alors c'est autre chose, mais faut
faut comprendre ce phénomène par deux choses. La première, le surarmement des bandes. Vous vous souvenez, on en a parlé, c'était la semaine dernière, Valence, Cavaillon, il y a eu des images d'ailleurs, ces bandes rivales sur fond de trafic de drogue qui n'hésitent pas à se tirer dessus en pleine rue, là aussi avec des armes de guerre. Et puis vous avez des policiers qui interviennent dans ces zones-là. Alors la cité dont on parle, la Duchère, il y avait en parallèle une enquête de la police judiciaire justement parce que depuis quelque temps, il y avait des soupçons de trafic d'armes à l'intérieur de la cité. Donc vous avez d'un côté des bandes surarmées, comme me disait un policier hier de Marseille et non pas de Lyon. On a passé un stade, on est en guerre à partir du moment où vous avez des fonctionnaires de police avec leurs armes de service qui doivent essuyer des tirs d'armes de guerre. On a passé un cap et c'est ce qui se passe. Il y a encore quelques années, quand des policiers de la BAC intervenaient dans une cité, ils prenaient un réfrigérateur, des parpaings ou tout objet ou parfois des tirs de mortier. Aujourd'hui, ils sont tirés à l'arme de guerre. Je vous rappelle quand même le 4 octobre dernier à Marseille, 15e arrondissement de Marseille, là aussi un équipage de la BAC qui est la cible, je dis bien la cible de tir à la Kalachnikov de la part de trafiquants de drogue. Par bonheur, il n'y aura pas de victimes, mais le mur derrière lequel les policiers sont retranchés, tout simplement, il y aura des impacts de balles. Donc la situation aujourd'hui dans les banlieues, c'est ça. Vous avez des bandes surarmées, de plus en plus armées, et de l'autre côté, des fonctionnaires de police qui font leur travail, qui essayent de faire leur travail, mais il y a vraiment une différence aujourd'hui dans les moyens, dans la détermination de ces bandes, parce que, qu'on le veuille ou non, les policiers interviennent de plus en plus, ça gêne le business, le prix du business, l'argent, de plus en plus d'argent. Et aujourd'hui, pour défendre leur territoire, ils n'hésitent pas, comme hier à la Duchère, à tirer sur les fonctionnaires de police. Alors, Frédéric Delpech, Gérald Darmanin a fait un point depuis son ministère Place Beauvau. Il communique en disant on a besoin de caméras de vidéosurveillance. Il rejette en partie la faute sur le maire de Lyon. Tout ça évidemment sur fond de guéguerre politique parce qu'il sait qu'il est très important de communiquer à 6 mois de la présidentielle et que la sécurité, ça fait partie des principaux thèmes de campagne. Et parce que Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait de la lutte contre le trafic de drogue une des priorités du quinquennat. Et donc, Gérald Darmanin s'est beaucoup investi sur le sujet de cette lutte contre le trafic de drogue. Il avait d'ailleurs dit, au moment où il a lancé cette offensive, il avait dit il y aura probablement ici ou là des réactions très vives, de la résistance, des agressions contre des policiers. Et c'est probablement, enfin on attend d'en savoir un peu plus, mais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et donc c'est en quelque sorte, pour le ministre de l'Intérieur, une justification, ces agressions contre des policiers, une justification de la nécessité de poursuivre la lutte contre le trafic de drogue. Après, les remontrances, parce que c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter, à l'égard du maire de Lyon sur la vidéosurveillance, ça c'est autre chose. Là, on est plus dans le bras de fer politique ou en tout cas le rejet de responsabilité mutuelle, parce que d'un côté, souvent, dans l'opposition, on accuse le gouvernement de ne pas déployer suffisamment d'effectifs de police. Et puis là, on entend le ministre de l'Intérieur qui s'en prend au maire de Lyon de ne pas avoir suffisamment de caméras de vidéosurveillance. Donc là, on est plutôt dans la surenchère politique. Mais en revanche, effectivement, l'enjeu est crucial pour le ministre de l'Intérieur et pour tout le gouvernement, y compris pour Emmanuel Macron, sur cette question de la lutte contre le trafic de drogue, parce qu'il faut des résultats. Et les résultats, ils sont difficiles à quantifier et à mesurer. Et dans l'opinion publique, quand on voit des choses comme ça, c'est difficile d'expliquer aux gens, oui, mais c'est parce qu'on lutte contre le trafic de drogue. Donc il y a vraiment un enjeu pédagogique presque pour le ministre de l'Intérieur d'expliquer ce qui se passe précisément. Difficile de comprendre d'ailleurs quand on nous regarde ou pour les citoyens aujourd'hui de parler de caméras de vidéosurveillance quand d'un autre côté vous avez des fonctionnaires de police, je le répète, qui se font tirer dessus, qui sont la cible comme hier ou à Marseille par des trafiquants armés avec des armes de guerre. Voilà, et on rappelle que le maire de Lyon c'est Grégory Doucet et qu'il est membre d'Europe Écologie Les Verts. Voilà pour la petite précision. Merci à tous les deux pour vos explications. Merci aussi à Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans le Rhône, d'avoir répondu à nos questions en direct. Il est 9h45, l'heure des essentiels LCI. Dans l'actualité ce matin, le procès d'un meurtre antisémite. 2 hommes accusés d'avoir poignardé et brûlé Mireille Knoll, 85 ans, rescapé de la Shoah dans son appartement. Ils sont jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Yacine Mioub et Alexandre Karimbakis continuent de se renvoyer la responsabilité des faits.
Marine Le Pen, reçue par Viktor Orban en Hongrie cet après-midi, un mois après que le Premier ministre du pays ait reçu sa nièce, Marion Maréchal, et le polémiste Éric Zemmour. La candidate du Rassemblement national veut défendre le souverainisme et gagner en crédibilité sur la scène internationale. Une petite victoire pour les défenseurs des animaux concernant les chasses traditionnelles. Le Conseil d'État suspend les nouvelles autorisations gouvernementales. Ces chasses venaient d'être réautorisées. Plusieurs espèces sont concernées comme les grives, les merles noirs ou les alouettes des champs. Un grand patron condamné pour usage illégal de propofol, celui de Samsung en Corée du Sud. Le propofol, c'est un puissant anesthésique interdit hors cadre médical. Lee Jae-myung est la 238e personne la plus riche du monde selon le classement Forbes. Il a été condamné à une amende de 52 000 € seulement. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui sur LCI, 24h avec Darius Rochebin à partir de 18h. J'espère que vous avez tout compris. En tout cas, c'est sur LCI. 9h47 sur LCI, l'heure d'une consultation gratuite grâce au docteur Gérald de Kierzek. Bonjour. Soyez le bienvenu. Gérald, on va parler ensemble de la barre des 5000 cas quotidiens qui a été franchie pour le 3e jour consécutif. 42 départements désormais repassés au-dessus du seuil d'alerte. L'épidémie de Covid est-elle en train de repartir en France et faut-il s'en inquiéter ? C'est pas très étonnant, hein. On l'avait dit, c'est une évolution d'un virus respiratoire. Un virus respiratoire, ça évolue par vague. Attention, pas de vague hospitalière, pas de vague de saturation hospitalière ou de décès, mais il y a des flux et des reflux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu une période d'accalmie et puis qu'il y a une remontée liée à la baisse des températures, au mode de vie en intérieur, liée à des contaminations qui, de manière, j'allais dire, assez automatique l'hiver, étaient prévues. Donc là, on rentre dans une période où ça remonte. Alors après, il va falloir suivre évidemment les décès, les hospitalisations. La vaccination qui va jouer son rôle aussi, mais j'allais dire rien de bien étonnant et en tout cas pas d'affolement. Il faudrait vraiment qu'on arrive à sortir j'allais dire, le nez, on a le nez sur le guidon sans arrêt sur ces chiffres qui montent ou qui descendent en disant on peut tout relâcher quand ça descend, il faut tout refermer quand ça monte. Non, on est sur un virus endémique, on est maintenant il faut vivre avec le virus et il faut qu'on arrête, on a de l'expérience sur ce virus-là, on sait qu'en hospitalisation, les choses ne bougent pas. Il faut aussi prendre en charge les malades le plus tôt possible, c'est-à-dire ce qu'on faisait il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans, qui était rentrer chez vous avec du Doliprane chez les gens fragiles, on ne le fait plus, on traite les gens différemment, on les hospitalise s'il faut précocement et donc on évite la réanimation. Donc la gestion de la crise doit se faire différemment. Toujours au chapitre santé, l'Agence européenne des médicaments qui approuve le Moderna pour un rappel pour les plus de 18 ans. Le rappel, c'est l'autre nom de la 3e dose. Hein. C'est le 2e vaccin à obtenir le feu vert de l'Europe après celui de Pfizer. Qu'est-ce qui est mieux pour une 3e dose? Est-ce qu'on le sait ou est-ce que les 2 vaccins ont exactement les mêmes effets? Alors, peu importe, et c'était une question que les patients nous posaient beaucoup, enfin les gens nous posaient beaucoup et en disant mais j'ai été vacciné au Pfizer ou à l'Astra. Gratuite ce matin. Exactement, à l'Astra ou au Pfizer et on va me redonner du Pfizer, là maintenant du Moderna et en fait c'est ce qu'on appelle un prime boost, le prime c'est-à-dire le premier vaccin et le boost, le booster, le rappel comme les anglo-saxons disent, hétérologue, c'est-à-dire qu'avec 2 vaccins différents, eh bien c'est aussi efficace, peut-être même plus efficace parce que c'est des vaccins un tout petit peu différents. Le Pfizer et le Moderna n'ont pas exactement la même cible, donc en tout cas les études montrent qu'il n'y a pas une moindre efficacité. Il y aurait peut-être même une meilleure efficacité. Et sur le Moderna, alors c'est réservé aux plus de 18 ans. Je pense que le rappel, il faut être raisonnable et il faut le faire pour les gens qui sont avec un système immunitaire un peu défaillant, un peu vieillissant, les plus de 65 ans en particulier, qui sont les gens les plus à risque. Et le Moderna, il va être donné à demi-dose. C'est-à-dire qu'on est sur un rappel qui va être donné à demi-dose. C'est intéressant de le préciser parce que ça veut dire que quand on booste le système immunitaire, quand on fait ce rappel, il ne faut pas trop non plus le booster. Donc cette demi-dose, ça permet juste de relancer la machine immunitaire, de relancer le taux d'anticorps en particulier. Docteur, on se demande également ce matin si on a découvert une pilule miracle contre le Covid-19. Je pense à la pilule qui a été mise au point par le laboratoire américain Merck. L'Agence européenne du médicament lance un examen accéléré de cette pilule. En quoi elle consiste et est-ce qu'elle va représenter un outil crucial dans la lutte contre la pandémie ?
Complémentaire, oui. Miracle, non. Depuis le début de cette crise et en médecine de manière générale, il n'y a pas de médicament miracle. Donc on a attendu depuis le début le médicament miracle. Il n'y en a pas. C'est complémentaire. C'est pas à la place du vaccin. Et Merck le dit très bien. Les autorités américaines et européennes le disent très bien aussi. Le molnupiravir, qui est le nom de ce médicament, de cet antiviral, c'est un médicament qui va être donné pour éviter la dissémination dans le corps. Quand vous avez, par exemple, le virus, une contamination, un PCR positif, ça évite les formes graves et la dissémination dans le corps et donc les formes inflammatoires, etc. Et puis, il y a une autre partie de l'essai clinique qui va concerner les gens qui sont en contact. Vous avez été en contact avec quelqu'un, eh bien, vous pourriez prendre à titre préventif cette pilule, ce médicament, pour pouvoir éviter de développer, de disséminer la maladie. Pour l'instant, on est sur une autorisation un peu en urgence d'essai clinique. C'est pas miracle et c'est surtout pas à la place du vaccin. Donc, c'est vraiment complémentaire. Allez, comme on aime bien vous faire bondir, Moderna a annoncé hier des résultats positifs pour son vaccin contre la Covid-19 pour les enfants de 6 à 11 ans. Bénéfice-risque pour un enfant de 6 à 11 ans de se faire vacciner contre la Covid. Écoutez, moi je raisonne toujours en termes, vous venez de dire le mot, la balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice de donner un médicament ou un vaccin versus le risque de ce médicament ou de ce vaccin, mais surtout versus le risque de la maladie. Et quand on voit que le risque de la maladie, il est quand même extrêmement faible, pour ne pas dire nul chez les enfants, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les gens qui sont à risque de développer une forme grave de la maladie. Il faut aller les vacciner, et notamment ceux qui n'ont même pas eu, là on parle de rappel, mais il y a des gens qui n'ont pas encore eu la première dose, le schéma de vaccination complet, avant de se lancer chez les enfants. L'autre chose, c'est que ces résultats qui sont des communiqués de presse, de l'industrie, etc., qui sont des essais cliniques. On a des essais sur le taux d'anticorps, sur oui, c'est efficace. Bien sûr que c'est efficace, ce vaccin. Mais on n'a pas d'éléments sur la dissémination, par exemple, chez les enfants. C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, docteur Gérald de Kirzek. À suivre, vous restez avec nous. Cette histoire révoltante, celle d'un retraité de 84 ans qui voit sa maison squattée pour la 3e fois en seulement 2 ans. Ça se passe à Toulouse et les squatteurs estiment qu'ils sont dans leur bon droit et qu'ils n'ont pas à partir. Et puis on va revenir sur les violences hier soir dans le quartier de la Duchère à Lyon. Des policiers ont été visés par des tirs. Une enquête est en cours ce matin. Les syndicats de police locaux demandent plus de moyens pour lutter contre les trafiquants. Il est 10h à la une de l'actualité. Le désespoir d'un retraité à Toulouse. L'octogénaire voit sa maison squattée pour la 3e fois en 2 ans. Impossible de déloger les squatteurs qui ont utilisé une scie sauteuse pour découper les grilles et s'installer. Ils affirment être dans leurs droits. Et puis l'autre grand titre ce matin, ce sont ces policiers pris pour cible par des tirs sur un point de deal. Ça s'est passé dans le quartier de la Duchère à Lyon. Le raid a dû intervenir, il n'y a pas eu de blessés. Les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite. Une enquête est en cours. Tout cela, la faute au manque de caméras de vidéosurveillance, dixit Gérald Darmanin ce matin. On y revient. C'est une histoire à peine croyable. Un retraité de 84 ans qui voit sa maison squattée pour la 3e fois en seulement 2 ans. Ça se passe à Toulouse, en Haute-Garonne, un pavillon qui n'est plus habité, certes, depuis 4 ans parce qu'il a été mis en vente. Un immeuble doit être construit sur le terrain, mais différents squatteurs se sont succédés et les derniers en date n'ont pas l'intention de partir. Ils estiment qu'ils sont dans leur bon droit. On va entendre Marie-Ange, qui est la fille du propriétaire de la maison squattée. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. On va également donner la parole à William Martinet, qui est un militant contre le mal logement. Merci également à vous d'être avec nous sur LCI. Et on a besoin d'avoir vos lumières, maître, sur ce qui est possible ou pas en termes de droit. Bienvenue à maître Romain Rossi-Landy, avocat et spécialiste en droit immobilier. Marie-Ange, vous avez la parole, vous êtes la fille du propriétaire de cet octogénaire de 84 ans. Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé, comment ces squatteurs ont pu s'introduire dans votre maison. Voilà, ça s'est passé dans le mardi 19 octobre vers midi. Une voisine est passée, donc elle passe tous les jours devant le pavillon. Elle a vu des scies circulaires, elle pensait que nous faisions des travaux, donc elle s'en est pas forcément inquiétée. Et ensuite, dans l'après-midi, mon papa a été appelé par un autre voisin lui disant qu'il y avait une quinzaine de personnes dans le jardin et que
voilà, et qui s'étaient installés, qu'ils avaient changé donc le cadenas, tout changé. Ils ont mis les noms sur la boîte aux lettres et ont mis immédiatement un écriteau donc en disant qu'ils étaient voilà en pleine loi et que c'était devenu leur maison. Voilà. Donc mon père a de suite appelé le 17 pour voilà pour voir si on pouvait les déloger et nous avons bataillé pendant 48 heures pour les déloger et en vain. Voilà, donc comme je trouvais aucune solution sauf par la voie de la justice et que la voie de la justice c'est très très long, je vais me battre jusqu'au bout pour les sortir et pour voilà, parce que je trouve ça très très injuste parce qu'ils ont cassé, enfin c'est la violation de domicile et donc ils ont cassé donc les portes, enfin les grilles, voilà. Et c'est en plus la troisième année que nous sommes squattés. Marie-Ange, savez-vous d'abord qui sont ces gens et comment ils sont arrivés jusqu'à ce pavillon, le vôtre en l'occurrence? Et comment, je ne sais pas. Voilà, si on les avait vus au départ, je pense qu'on aurait de suite réagi. Comment ils sont arrivés en vélo parce que cet hiver il y a un amandier qui est tombé, donc on ne peut plus rentrer en voiture. Donc moi je pensais être tranquille. Donc ils sont tous à pied et en vélo et donc voilà ils ont sectionné la grosse chaîne qu'il y avait. Donc mais pardon, je vais préciser ma question. Comment savait-il que cette maison était inoccupée? Ah, je ne sais pas. Bon, après, elle se voit depuis la rue, donc c'est vrai qu'elle est visible depuis une grande rue. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que... bon, c'est vrai, la maison est visible d'une grande rue. C'est la troisième fois que la maison de votre père est squattée. Il y a eu des squatteurs roumains, afghans, et maintenant, quel est le profil de ces squatteurs? Alors, apparemment, d'après la police, ça serait des ultra-gauches, enfin, ils seraient protégés par le DAL. Bon, voilà. Après, je ne sais pas, quoi. Personne n'a vérifié, moi-même non plus, puisqu'on n'arrive pas trop à rentrer en contact avec eux. Donc, jusqu'à samedi, on y arrivait, mais depuis que la presse et les médias sont venus, maintenant, on ne les voit plus. Voilà. Impossible de discuter avec eux. Une dernière petite question quand même, s'il vous plaît, avant d'entendre les autres intervenants sur ce plateau. Votre père, dans quel état d'esprit est-il? Comment va-t-il? Mais lui, il laisse tout tomber. Bon, quand il a vu qu'il s'est battu parce qu'il est allé porter plainte et tout 2 fois donc à la police, quand il a vu que la police ne faisait rien, il m'a dit c'est pas grave, on laisse tomber, on laisse comme ça. Il y en a marre. Enfin bon, voilà. Donc lui, il aurait même, il voulait même que l'arbre tombe sur les personnes parce que voilà, c'est un peu du ras-le-bol. Il veut plus s'en occuper. Et moi, bon, voilà, je lui ai dit non, il faut se battre, c'est pas normal, quoi. Parce qu'après nous, ça sera d'autres. Bon, il y a eu une personne âgée là, juste à 2 kilomètres, ça a fait grand bruit aussi, qui a été squattée. Maintenant, c'est nous, et après nous, ça sera d'autres personnes, quoi. Et bon, et je sais que nous ne sommes pas les seuls et qu'il y a eu énormément de squattage dans tout le quartier, quoi. Voilà. Marie-Ange, on entend la colère et le désespoir de votre père qui est désabusé. Vous restez avec nous. On a besoin de comprendre pourquoi c'est si compliqué de déloger les squatteurs. Maître Rossi-Landy. Alors, Marie-Ange le disait, les squatteurs, ils ont posé un mot sur la porte en toute impunité. Et ce mot dit ceci. Ceci est notre domicile ainsi que notre résidence principale. En tant que résident, nous sommes protégés par la loi. Agir hors du cadre procédural, c'est heurter les principes du droit français de l'inviolabilité du domicile selon l'article 432.8 du Code pénal. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Ils sont bien informés, en tout cas, ces squatteurs. Parce qu'un bon squatteur, effectivement, ne se cache pas. Il affiche, je suis chez moi, il met son nom sur la boîte aux lettres, et effectivement, là, il va même plus loin que ça. Il menace, en fait, les forces de l'ordre en disant, attention, si vous venez me déloger, sans autorisation du juge, sans autorisation du préfet, sans concours de la force publique, j'ai des droits. Alors, ils jouent sur quoi, les squatteurs ? Ils jouent sur une interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est assez ancienne, sur la notion de domicile, qui dit que le domicile, finalement, c'est l'endroit où vous élisez domicile, où vous décidez de vous installer. Sauf que le législateur n'a pas la même interprétation que celle de la jurisprudence. Le législateur est intervenu, notamment l'année dernière, il y a eu plusieurs affaires de squat assez médiatisées. Moi, je faisais partie des avocats, notamment d'une de ces familles qui avait été victime de squat. Et il y a eu une réforme qui a été faite. On a réformé un vieil article qu'on a sorti du tiroir, qui est l'article 38 de la loi Dallot, qui permet au préfet, et non pas au juge, de faire ce qu'on appelle une procédure administrative accélérée d'expulsion des squatteurs, soi-disant dans les 48 heures. C'est ce qu'on nous a vendu.
Le problème, c'est que sur le terrain, les propriétaires victimes de squats se heurtent à plusieurs difficultés. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé à Toulouse, c'est qu'ils vont porter plainte pour violation de domicile. Alors, soit on leur dit non, c'est pas votre domicile. Alors ça, ce débat a été écarté. C'est votre résidence secondaire, etc. Ça, normalement, ça ne joue plus. Mais on le voit encore de temps en temps. Soit on leur dit non, ça fait plus de 48 heures que les squatteurs sont rentrés chez vous. Donc, on ne peut plus agir dans le cadre du flagrant délit, dans l'enquête de flagrance. Alors ça aussi, c'est une contre-vérité. J'arrête pas de me battre pour dire non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de 48 heures en matière de squat, puisque le squat, c'est une infraction continue, effectivement instantanée quand on rentre chez vous. Mais le fait de s'y maintenir tous les jours, ça reste une infraction continue qui est renouvelée tous les jours. Donc il n'y a pas de délai de 48 heures. Il faut absolument que cette dame insiste auprès de la gendarmerie en disant prenez ma plainte et intervenez. Ce qui permettra à un OPJ, officier de police judiciaire, de venir constater l'infraction. On vous donnera la parole. Et donc, les policiers ont la possibilité, ont le droit d'intervenir dès maintenant. Il y a 2 conditions pour l'article 38, je parle sous votre contrôle, mais la première condition, c'est effectivement une plainte pour violation de domicile. Deuxième condition difficile aussi à obtenir, qu'un OPJ se déplace constater l'infraction, ce qui vous permet, vous, en tant que victime, de saisir le préfet, qui lui a 48 heures pour agir. Et c'est beaucoup plus rapide qu'une procédure judiciaire qui va durer 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est évidemment ce qu'il faut faire dans votre cas, madame. Et peut-être que les médias... C'est ce qu'on a fait. Nous avons 2 fois porté plainte. Mon père y allait le soir. Il y avait 4 heures d'attente. Donc le pauvre, à 84 ans, il est revenu à 7 heures du matin. Il a porté plainte. Ensuite, ils n'ont même pas marqué quand il a porté plainte qu'il y avait violation et que ça avait été tout cassé. Moi, je suis revenue porter plainte en plus avec une quinzaine de courriers des voisins disant que ça faisait moins de 48 heures qu'ils étaient là. Je les ai appelés, harcelés et tous les flics, ils ne sont jamais venus. Vous pouvez porter plainte aussi pour vandalisme, parce que le vandalisme, ils ne peuvent pas refuser d'intervenir pour le vandalisme. Portez plainte également pour vandalisme. Voilà, ils sont venus, mais c'est tout, quoi. Enfin, ils ont juste regardé, on ne nous a même pas demandé un acte de propriété, rien du tout. Rien. Voilà, ils sont venus, point, ils sont repartis. D'ailleurs, j'ai vu un couple donc, qui sortait de la maison juste avant que j'intervienne tout ça. Je leur ai parlé, ils m'ont dit « Oh, mais on a vu la police et tout, ils nous ont rien dit, ils sont repartis. » Et en plus, ils narguent de mon père. Alors, mon père, il va chercher son pain tous les jours. Maintenant, je lui défends d'aller chercher son pain. Il le nargue en plus. J'ai même peur pour mon père. Enfin, on en est là. Du coup, les voisins, ils restent tous serrés chez eux. Ils ne veulent plus répondre même aux journalistes. Enfin, on en est là. Bon, il faut arrêter ces situations-là parce que j'ai essayé, mais voilà. J'ai tous les numéros de téléphone, le 17. Voilà, j'ai fait ça. Je suis là à plein temps et voilà. William Martinet, vous êtes aussi avec nous, vous êtes militant, vous, du mal logement. On a l'impression, quand on entend cette dame, que les squatteurs en France ont désormais tous les droits. Est-ce le cas ? Voilà, petit problème de son. On va essayer de se reconnecter avec William Martinet, que vous apercevez sur l'écran. Voilà, on l'a retrouvé, William Martinet. Donc, on peut avoir le sentiment, en écoutant cette dame, que les squatteurs ont tous les droits en France. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que c'est le cas ? Je ne crois pas que ce soit le cas. Et je voudrais dire d'abord que je comprends que madame soit en colère. Avoir un bien dont on est propriétaire qui est squatté, c'est quelque chose de très désagréable. Donc je comprends cette réaction. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui les squatteurs ont tous les droits. Et je voudrais préciser un point juridique, mais qui est un point important et qui doit peut-être d'une certaine façon rassurer les gens qui nous écoutent. La loi est protectrice du domicile des personnes. Ça veut dire que si, là par exemple, vous êtes en vacances en ce moment, vous rentrez chez vous, à votre domicile, à votre résidence principale, vous vous rendez compte que votre maison est squattée, vous appelez la police et immédiatement les personnes sont délogées parce que c'est votre résidence principale, parce que c'est chez vous. Là, ce qui rend cette situation actuellement possible, c'est parce qu'on parle d'une résidence secondaire, d'un logement qui était vide. C'est ça qui enclenche toute la procédure juridique dont je comprends très bien qu'elle est longue et que du point de vue du propriétaire, elle est même trop longue. C'est un point de vue que je comprends. Mais c'est le fait qu'on soit dans une résidence secondaire avec un logement vide qui implique l'intervention du juge. Et là aussi, attention, pas de naïveté. Le juge, quand il est saisi sur ces questions, systématiquement, il prononce l'expulsion et le juge, généralement aussi, il prononce le paiement d'indemnités d'occupation qui oblige les personnes dans le logement à payer. Et si jamais ils ne le font pas, c'est une dette qui est contractée, c'est l'huissier qui peut être envoyé, etc. Donc il y a un cadre juridique qui fait que... Oui, Martinet, ça c'est dans l'idéal. Oui, encore faut-il que ce cadre puisse être respecté. On voit bien Marie-Ange Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Ah oui, moi, alors...
Non, mais en fait, la question était pour William Martinet, parce que vous avez l'air de dire, évidemment, que le droit est du côté des propriétaires, mais ça, c'est dans l'idéal. Dans les faits, on voit bien que c'est très compliqué. Là, dans le cas de Marie-Ange, la maison était occupée parce que ça fait 4 ans qu'elle doit être mise en vente, voilà, et quand vous dites c'est un peu désagréable, c'est pas seulement le problème d'être désagréable ou pas, il y a aussi un squat, il y a peut-être des objets de mobilier qui sera vandalisé, la crainte de violence. Ça va beaucoup plus loin que ça, William Martinet. Vous avez raison de dire que la question, elle ne se limite pas au droit et à la théorie, qu'il faut regarder les faits. Mais justement, si on parle des faits, ça nécessite aussi on va dire, dézoomer un petit peu sur cette situation et de se rendre compte que la question des squats, parce que là, on a un cas particulier avec toutes les difficultés qu'il présente, mais il y a d'autres squats qui existent en France. La question des squats, elle est obligatoirement liée à la question de la crise du logement dans notre pays. Voilà. Il y a 300 000 personnes qui sont sans domicile fixe en France. Il y a des millions de personnes qui sont mal logées parce qu'ils sont dans un logement insalubre, dans un logement trop petit. Il y a des gens qui dorment sur le canapé dans le salon d'une connaissance parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Donc cette question de la crise du logement, forcément, elle est. Et donc ça donne le droit aux gens d'aller squatter chez quelqu'un d'autre. C'est ce que vous dites en fait. Qui sont SDF, il y aura des logements vides qui seront squattés. Donc la réponse ne peut pas être seulement juridique. Il y a un moment, il y a une réponse qui est politique. Il faut apporter une réponse à la crise du logement. Alors justement, c'est ça qui réglera. On a une représentante du peuple en plateau, Valérie Gomez-Passac. Ce qui illustre cette affaire, en tout cas c'est l'impression que l'on peut en avoir, c'est que la loi n'est pas assez claire, n'est pas assez forte, précise pour aider les propriétaires squattés. Alors je ne pense pas que la loi ne soit pas assez claire, parce que justement on a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus de distinction entre la résidence principale, secondaire ou occasionnelle, qui doit être soumise au même régime juridique. Mais comme l'a dit Maître Rossi, je crois, si je ne me trompe pas, il y a un problème d'interprétation sur la notion de domicile, c'est-à-dire qu'on peut lire son domicile là où on le souhaite, et à partir de cet instant, on est difficilement déplaçable. Donc elle n'est pas suffisamment précise. Non, vous avez d'un côté la loi, le législateur, et de l'autre l'interprétation qui est faite par les juges. Et c'est ça qui est compliqué. Et également l'interprétation qui est faite par les forces de l'ordre, les services de l'État, etc. Donc il faut absolument arriver à faire preuve de plus de pédagogie, à expliquer davantage cette loi et à utiliser l'arsenal juridique qui a été mis en place. La loi ne peut pas tout prévoir, elle doit rester générale et impersonnelle. On ne peut pas prévoir toutes les situations, mais en tout cas, là, l'outil existe. Il faut vraiment le mettre en place. Et j'entends les difficultés de trouver des logements. C'est pas acceptable que nous ayons encore aujourd'hui des personnes qui dorment dans la rue. Je ne vais pas dire le contraire. Oui, c'est une responsabilité politique. Oui, nous essayons d'améliorer les choses, mais oui, c'est compliqué. Je ne vais pas. Alors, il est 10h15. Je vais pas m'enfuir, mais en tout cas, on prend pas les propriétaires en otage. Et surtout, voilà, il y a aussi un autre droit absolu qui est le droit de propriété qui doit être respecté. Dans un instant, on vous redonne la parole. Frédéric Delpech, également Marie-Ange et également William Martinet. Mais d'abord, c'est l'heure des essentiels LCI. L'ouverture du procès des meurtriers de Mireille Knoll, 2 ans après l'assassinat sauvage de cette retraitée de 85 ans de confession juive qui avait bouleversé l'opinion publique. Le caractère antisémite du meurtre a été retenu. Les 2 accusés se renvoient à la culpabilité. Des policiers pris pour cible par des tirs sur un point de deal dans le quartier de la Duchère à Lyon hier soir. Les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Un mois après Éric Zemmour, Marine Le Pen rencontre l'ultra-conservateur Viktor Orban à Budapest. Un rendez-vous aujourd'hui avec le dirigeant hongrois pour défendre, dit-elle, le souverainisme. Gifles, fessées, humiliations, ce spot télé pour faire réfléchir les parents sur les violences éducatives ordinaires. Un film réalisé par la Fondation pour l'enfance. Rappelons que la loi interdit toute violence physique ou psychologique sur ces enfants. Ces révélations sur le tournage qui a viré au drame. Au cœur de l'enquête, l'assistant réalisateur, on a appris qu'il avait été licencié par le passé pour un accident impliquant déjà une arme à feu. C'est lui qui avait donné à Alec Baldwin l'arme censée être vide, qui a causé accidentellement la mort d'Alina Hutchins et blessé le réalisateur du film. C'est le rendez-vous politique à ne pas manquer ce soir. Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle, est l'invité de Ruth Elkrief à 20h45 sur LCI.
Et à 10h17, on continue de parler de cette histoire à peine croyable. Un retraité de 84 ans qui voit sa maison squattée, tenez-vous bien, pour la 3e fois. Ça se passe à Toulouse et sa fille, Marie-Angé, est toujours avec nous. Vous êtes la fille du propriétaire et vous vouliez réagir à ce qui a été dit tout à l'heure par Valérie Gomez-Bassac, la députée qui est avec nous en plateau. Moi, voilà, je voudrais juste réagir. Pour moi, je reste, enfin, je suis peut-être terre à terre et je reste avec le b.a.-ba. Pour moi, ils cassent déjà le portail, ils cassent tout. Donc déjà, enfin, pour moi, c'est presque du cambriolage, quoi. Déjà dès le départ, quoi. Enfin voilà, soit le droit de rentrer chez les gens et tout. Pour moi, j'en reste là, quoi. Déjà, ils cassent, c'est une intention de rentrer chez les gens, ils cassent tout. Et pour moi, bon, c'est inacceptable. Déjà rien que ça. Maître, quels sont les recours possibles face à la situation qui semble désespérée, inextricable de Marie-Ange? Je pense qu'effectivement, elle peut porter plainte aussi pour alors, violation de domicile, c'est fait, ça, ils ne veulent pas bouger, mais qu'elle porte également plainte pour vandalisme, puisqu'effectivement, ils ont tout cassé. Et le vandalisme, on ne pourra pas lui dire un délai de 48 heures. Là, c'est du vandalisme, ils doivent instruire la plainte. Mais votre meilleure chance, madame, vous le savez, c'est les médias, c'est ce que vous faites, c'est de médiatiser le dossier. Moi, les quelques dossiers que où j'ai pu obtenir le concours de la force publique grâce à l'article 38, c'est uniquement grâce à l'intervention des médias. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est tout seul dans son coin avec le propriétaire, on n'a jamais aucune réponse du préfet. Faire la publicité de son malheur, c'est malheureusement le moyen le plus efficace. Et peut-être que le préfet regardera LCI ce matin et se dira qu'il faut faire accélérer les choses. Frédéric Delpech, vous vouliez réagir? Oui, alors effectivement, vous disiez tout à l'heure que votre majorité a fait avancer les choses. Et effectivement, il y a eu cette directive au préfet du gouvernement pour intervenir dans les 48 heures. Mais vous avez refusé de voter une proposition de loi du Sénat qui, justement, proposait d'aller un peu plus loin. Par exemple, de créer un délit d'occupation frauduleuse d'immeubles et puis surtout de priver les squatteurs du bénéfice du droit au logement opposable. Justement, ce qu'ils font avec cette affiche qui est apposée. Et cette proposition de loi qui a été votée au Sénat, elle n'a pas été reprise par les parlementaires de la majorité à l'Assemblée. Alors vous êtes allé un peu plus loin, effectivement, que ce qui existait, mais pas non plus très loin. Non, parce que le droit au logement, c'est quand même un droit inviolable et sacré. Enfin, il faut vraiment le conserver. Donc, en effet, on n'est pas allé plus loin sur ce sujet-là pour malgré tout le protéger. Et parce qu'il faut aussi qu'il y ait une avancée politique en ce sens. Donc, en effet, il y a une volonté de continuer à le protéger. Quant à la première infraction que vous la création d'un délit d'occupation. En fait, il y a déjà les bases juridiques qui existent pour expulser les personnes. Donc, ça ne sert à rien de créer d'autres types d'infractions parce que la mise en application sera exactement confrontée aux mêmes difficultés. Donc c'est vraiment sur la mise en application qu'il faut que l'on avance. Mais la loi Vargon n'était pas censée justement permettre aux propriétaires de ne plus se retrouver dans cette situation? C'est ce qu'on nous a vendu. Alors effectivement, moi, je vois que concrètement sur le terrain, c'est compliqué puisqu'il y a encore cette notion de domicile sur laquelle se fondent justement les squatteurs en disant c'est mon domicile. Tant que la loi fera référence, à mon avis, à la notion de domicile, il y aura des interprétations, il y aura des incompréhensions au niveau des gendarmeries et des squatteurs en profiteront. Donc tant que c'est pas la propriété elle-même qui est protégée, effectivement, je pense qu'il y aura des interprétations. William Martinet, quel est selon vous le meilleur moyen de lutter contre le mal-logement sans pour autant évidemment pénaliser les propriétaires et parmi eux évidemment les petits propriétaires comme cet homme de ce retraité de 84 ans? Et vous posez une très bonne question, parce que moi je partage l'idée que les conséquences de la crise du logement, elles n'ont pas à peser sur les épaules des petits propriétaires et par exemple de madame et de son père. Donc je crois que la question effectivement, c'est une question de fond, elle est politique. Il y a deux principaux leviers qui permettent de résorber le mal logement. Le premier levier, c'est la question de l'encadrement à la baisse des loyers dans le secteur privé. Puisque si on a des personnes qui sont mal logées, qui sont à la rue, qui sont dans des logements trop petits, c'est parce que depuis une vingtaine d'années, on a eu une augmentation des loyers complètement déconnectée du revenu des familles. Et que maintenant, on se retrouve avec des familles qui ont des taux d'effort de 40, 50, 60% pour pouvoir se loger. Donc ça veut dire plus de la moitié de leurs revenus qui passent dans le paiement du loyer. Donc la question de l'encadrement à la baisse des loyers, c'est quelque chose de très important. Et puis l'autre levier qui est aussi nécessaire, c'est la production de logement social. Voilà, le logement social, c'est le meilleur outil qu'on a pour reloger les personnes qui sont en centre d'hébergement d'urgence ou les personnes qui sont à la rue. On a besoin davantage de logement social et là-dessus, je crois qu'il y a une vraie difficulté, c'est que certains maires, certaines communes refusent d'appliquer la loi SRU qui fixe un minimum de logements sociaux, qui est maintenant fixé à 25%,
Et il n'est pas acceptable qu'on laisse faire ça. Il n'est pas acceptable, notamment du point de vue du gouvernement, qu'on laisse ces maires refuser la production de logement social. Parce qu'on parle de communes comme Neuilly-sur-Seine, comme Cannes, qui font de l'obstruction, qui là aussi n'appliquent pas la loi. Donc si on veut résorber durablement cette crise, il faut de la volonté politique et il faut être capable de dire aux maires des communes récalcitrantes, c'est la loi, tout le monde a besoin de se loger. Dans le logement social, il y a des employés, des ouvriers, des travailleurs de première ligne, comme on disait pendant la crise sanitaire, et donc il faut construire ces logements. Merci beaucoup William Martinet, merci à Marie-Ange d'avoir témoigné, on vous souhaite bon courage à vous et à votre père, on espère que la situation va se régler très vite. Merci à Maître Rossin Landy et merci à Valérie Gomez-Bassac, députée du Var, La République En Marche, d'être venue. Vous restez avec nous à suivre ces policiers qui ont été pris pour cible à Lyon, dans le quartier de la Duchère, sur un point de deal. Le raid a dû intervenir, les délinquants sont toujours en fuite. Et puis le procès des meurtriers de Mireille Knoll, il s'est ouvert ce matin, 2 ans après l'assassinat de cette retraitée de 85 ans. Il avait bouleversé l'opinion publique. Le caractère antisémite du meurtre a été retenu. L'un de ses fils, Daniel, s'est confié ce matin sur LCI. Vous allez l'entendre.